Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans Parole d'experts sur H24 comme d'habitude pour essayer de décrypter l'actualité, qu'elle soit nationale, qu'elle soit internationale, qu'elle soit sociale, sociétale, politique, parfois business. Et là, elle est internationale et pas d'un point de vue géopolitique mais plutôt d'un point de vue média. La situation en Palestine aujourd'hui pose beaucoup de questions, pose beaucoup de soucis de décryptage par les médias, qu'ils soient marocains ou qu'ils soient internationaux, et notamment les médias français qui sont scrutés avec beaucoup d'attention par nous, Marocains, qu'on soit citoyens, citoyennes ou même journalistes nous-mêmes. Nous posons la question sur un certain nombre de faits, de manières de décrypter l'actualité liée à ces événements qui sont absolument tragiques, bien évidemment, en France, sur les plateaux de radio et sur les plateaux de télévision. C'est le but aujourd'hui d'essayer de mieux comprendre de manière apaisée pourquoi certaines vérités, contre-vérités sont assénées sur certains plateaux en France et puis essayer de comprendre aussi comment aujourd'hui au Maroc l'opinion publique, les médias également traitent le sujet. Un sujet, et je ne vous le cache pas, lorsqu'on a annoncé l'émission, beaucoup me disent « Ah, mais tu vas traiter ce sujet-là, mais comment tu vas faire, etc. » C'est compliqué. Bah, c'est pas compliqué. On va inviter les gens qu'il faut et on va en parler de manière extrêmement apaisée. Parole d'expert, c'est tout de suite. Et pour en parler avec moi aujourd'hui physiquement sur le plateau, Abdallah Tourabi, que vous connaissez bien, journaliste, chroniqueur, je ne sais pas comment te présenter, penseur, non, penseur, c'est esprit un peu libre, trop. oui, si, quand même. Bon. Hein? Merci beaucoup, Faisal Sedlaoui, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir Merci à toi. de te revoir. Bah oui, on déjà. se connaît, donc Et puis on s'est déjà vu sur des plateaux télé. sur des plateaux télé, radio. Et notamment pour parler de ce genre de choses. Exactement. Pour parler de la situation, c'était, je crois, en 2015-2016 à l'époque. Et on parlait aussi beaucoup de terrorisme et de radicalisation, déradicalisation en appuyant sur un bouton à l'époque. Ça aussi, c'était une vraie question. Et avec nous, elle est en France et elle est avec nous, c'est Agnès Levallois, vice-présidente de l'IREMO, qui est l'Institut de recherche et d'études Méditerranée et Moyen-Orient. C'est une vraie spécialiste du Moyen-Orient. Elle a été notamment aussi rédactrice adjointe, directrice adjointe de la rédaction de France 24 chargée des contenus en arabe. Elle est arabophone et je la remercie vraiment d'être avec nous aujourd'hui. Agnès, salam alaikum. Wa alaikum salam, bonjour. Merci beaucoup Agnès d'être avec nous aujourd'hui pour mieux comprendre ce sujet et en le prenant sur le prisme médiatique français. Avant que je vous donne la parole, je vais d'abord essayer de voir avec Abdallah la manière avec laquelle nous percevons, alors citoyens marocains et journalistes également, j'ai dû regarder des heures et des heures depuis 4-5 jours pour préparer cette émission. Et je ne vous cache pas que ça a dû me laisser quelques séquelles de la manière avec laquelle c'est traité. Un sujet extrêmement tragique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres dans le monde, mais là, pour le coup, c'en est un. Le siège de Gaza, les incursions du Hamas sauvage, le siège sauvage de Gaza. Aujourd'hui, comment on perçoit et comment tu le perçois toi, la manière avec laquelle c'est traité, notamment dans les médias français. Après, on pourra faire un petit égrenage sur les médias européens en général. Non, bien sûr. Enfin, première chose, je pense qu'il y a un intérêt ici au Maroc pour les médias français. C'est quelque chose qui est extrêmement classique et traditionnel. C'est-à-dire au moment... Quoi qu'on en dise. Ouais, quoi qu'on en dise, justement. Enfin, c'est ça. Peut-être il y a tellement de proximité qu'on s'intéresse énormément aux médias français et parfois on oublie qu'il y a d'autres médias qui font aussi des couvertures qui sont complètement différentes. Mais en tout cas, pour les médias français, il y a toujours un intérêt pour ces médias ici au Maroc, pour des raisons, on ne va pas revenir sur ça, historiques. Donc, on va peut-être tomber dans le siège des généralisations abusives, de dire que voilà, les médias français, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle les médias français comme un bloc monolithique. Ce sont des orientations, ce sont aussi des sensibilités, des tendances, des obédiences, etc. Ce qui nous intéresse dans ce traitement, c'est probablement il y a le mauvais côté qui nous hérite, c'est-à-dire le côté éditorialiste, chroniqueur, qu'on voit dans certains médias, où il y a vraiment une parole qui est complètement décomplexée, où la question actuellement, la question israélo-palestinienne, est un moyen de régler des comptes politiques internes en France. C'est-à-dire qu'actuellement, quand on voit les positions du gouvernement français,
je pense que c'est l'un des rares gouvernements en Europe à prendre des mesures aussi absurdes, aussi incompréhensibles ici au Maroc, comme par exemple d'interdire les manifestations pro-palestiniennes en France. C'est-à-dire, il y avait des manifestations qui s'indignaient, où il y avait de la compassion pour ce qui s'est passé le 7 octobre, pro-israélienne, donc c'est tout à fait normal, tout à fait compréhensible, mais on ne comprend pas ici, au Maroc, le fait que voilà, il y ait des manifestations pro-palestiniennes qui soient interdites. Donc il y a cette position d'abord du gouvernement et de l'État français, et il y a aussi, encore une fois, enfin là on va revenir sur notre sujet, c'est la position de certains chroniqueurs. Certaines choses ne nous choquent plus. C'est tellement on regarde, tellement c'est gros, tellement voilà, enfin, ça passe, mais ça passe plus ici au Maroc. C'est-à-dire quand on voit par exemple certaines attaques des musulmans en France, certaines attaques des Palestiniens, cet amalgame entre terrorisme, résistance, palestinien, Hamas, etc. Donc il y a tellement de choses qui sont mélangées que voilà, que ça reste complètement illisible ici au Maroc. Agnès, alors je me tourne vers vous. J'ai beaucoup écouté, pas dire regardé, notamment des émissions comme C'est dans l'air, auxquelles vous avez participé ces derniers temps. Et j'ai été choqué, pas par ce que vous avez dit, mais par des paroles qui ont été dites notamment par M. Barbier sur le plateau, et qui rejoignaient des interventions de Caroline Fourest, qui, je pense, a été rappelé à l'ordre, notamment, sur une espèce voilà, la parole est décomplexée, comme l'a dit Serbza. Vous qui êtes sur les plateaux et en même temps qui voyez tout ce qui se passe, quel sentiment vous avez? Je sais que c'est compliqué de le résumer, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que tout d'abord, c'est extrêmement difficile d'essayer de garder une parole la plus honnête possible par rapport à ce qui se passe, et qu'il y a eu une évolution. Les premiers jours, après la sidération de l'attaque du Hamas en Israël, il était pratiquement impossible de dire quelque chose en dehors de la condamnation de cet acte, mais sans du tout pouvoir contextualiser cette attaque terrible, mais il faut absolument la remettre dans un contexte historique. Les premiers jours, c'était pratiquement inaudible sur les plateaux. Petit à petit, on a vu la possibilité de commencer à dire des choses, d'expliquer, sans justifier bien sûr, mais d'expliquer, et je pense que c'est le maître mot pour comprendre comment une attaque pareille a pu se dérouler. Et aujourd'hui, avec la violence de la riposte militaire israélienne, eh bien, on est en capacité à pouvoir de plus en plus quand même dire des choses, expliquer des choses. Mais c'est vrai que les camps sont très marqués. Il y a des experts, alors j'en mettrai beaucoup entre guillemets, qui s'invitent sur les plateaux sans connaître la réalité de la situation et qui parlent. Je suis frappée de voir que sur tous ces plateaux, quels sont ceux qui ont véritablement mis les pieds un jour dans la bande de Gaza. Et je pense que tant qu'on n'a jamais mis les pieds dans la bande de Gaza, on peut difficilement mesurer, comprendre ce qui se passe et comprendre la violence de la réaction israélienne. Et tout ça, effectivement, oblige en fait à rester essayer d'être le plus honnête possible. Mais il y a beaucoup de prises de parole qui, à mon avis, sont assez déconnectées et correspondent aussi à des prises de position qui sont des prises de position avec un écho de politique intérieure, comme ça a déjà été souligné, qui est évidemment très important. Alors, quelle perception les médias, notamment sur lesquels vous intervenez, mais pas que, ont des réactions, des opinions des pays arabes, et notamment comme le Maroc, lors des manifestations? Alors, encore une fois, le traitement des manifestations a été quand même assez incroyable. Encore une fois, on ne va pas généraliser, mais on va dire sur tous les médias, je ne sais pas si on peut appeler encore ça mainstream, officiels, ceux qui sont les plus suivis, où voilà, on cherchait le moment où ça allait éclater quelque part. Il y a eu des manifestations ici au Maroc qui se sont passées dans un calme absolu, dont on va dire aucun souci. Est-ce qu'aujourd'hui, alors je vais être peut-être, allez, on va essayer de, pas choquant, mais est-ce que la culpabilité héritée par l'Europe de la persécution des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, on n'essaye pas de la déléguer à d'autres pays, d'autres nationalités qui, eux,
n'ont aucune culpabilité, comme nous, je parle du Maroc, par rapport aux Juifs qui font partie intégrante du Maroc, dans lequel il y a un anti-politique gouvernement israélien, mais qui ne correspond pas à un antisémitisme. Et j'arrive donc à ma question. Le lien automatique qu'on constate en France sur les plateaux de antisionisme qui découle de l'anti-politique israélienne d'occupation deviennent automatiquement de l'antisémitisme, alors que nous, ça serait quand même nous tirer une balle dans le pied, parce que nous sommes aussi des sémites, donc ça voudrait dire qu'on serait contre nous aussi. Abdullah, qu'est-ce que t'en penses? Non, mais parce que c'est vraiment ce prisme-là est quand même assez violent à constater. Non, bien sûr, enfin, la question de l'antisémitisme, d'abord, c'est une question qui est extrêmement sérieuse. Oui. Il y a un passé européen, occidental, qui est très loin, qui remonte à très très loin. C'est-à-dire que, voilà, enfin, justement, la naissance, la création de l'État d'Israël en 1948 et le mouvement sioniste. Ça vient de l'Europe. Pour remettre dans le contexte, la plus grande sauvagerie à l'encontre des Juifs, c'est quand même l'Europe. Et bien avant, l'idée sioniste qui a commencé à émerger à la fin du 19e siècle, c'était une réaction aux pogroms qui ont eu lieu en Europe centrale, Russie, etc. Hongrie. Donc c'était une réaction. La création d'un foyer juif, justement, répondait justement à cette question des persécutions des juifs en Europe. Mais après, actuellement, ce qu'on est en train de constater, ça commence à être quelque chose qui dévalorise et qui démonétise complètement l'idée de l'antisémitisme. C'est-à-dire à chaque fois qu'on va créer l'antisémitisme sur des choses qui ne le sont pas, c'est-à-dire quand on critique la politique de Netanyahou, ce n'est pas de l'antisémitisme, c'est-à-dire c'est une critique d'une politique violente, extrêmement droitière, où il y a un problème de colonisation qui est de plus en plus posé, une guerre et un siège qui dure maintenant depuis 16 ans contre le Gaza, vider complètement l'autorité palestinienne de ses attributions, de ses compétences. Et actuellement, l'idée, tout le monde est complètement d'accord que les accords d'Oslo et tout ce qui a eu lieu après, c'était juste une chimère. Donc, il y a quelque chose de concret, quelque chose de factuel qui pourrait justifier, légitimer la critique de la politique d'Israël actuellement. D'autant plus que le gouvernement israélien actuellement, celui qui était avant, c'était un gouvernement d'extrême droite. Donc, il n'y a rien d'antisémite de critiquer ça. Mais après, quand on regarde, pas seulement en France, c'est pas seulement en France, c'est-à-dire dans d'autres pays européens, quand vous regardez aussi les chaînes américaines, c'est aussi quasiment la même chose. Il y a toujours cette chape de plomb. La seule chose, et là je vais poser la question à Agnès, la criminalisation, donc on peut être taxé de négationnisme en France, d'antisémitisme et être condamné, et donc si on lie nécessairement l'antisémitisme à l'antisionisme et à un anti-politique, est-ce que ça bride et ça rend dangereux l'ensemble des débats qu'on peut avoir en France, Agnès? C'est vrai qu'il y a une inquiétude parmi tous ceux qui prennent la parole sur ce dossier, mais ce que je voudrais quand même dire, c'est qu'une grande partie des Français sont quand même très choqués par ce lien qui a été fait en France avec cette criminalisation de lien entre antisémitisme et antisionisme. Et nous sommes très nombreux à nous être élevés contre cela, estimant que c'était une dérive extrêmement grave parce que justement, ça pouvait mettre en question les débats. Mais je tiens à préciser que ceux qui sont contre ce lien qui est fait de façon évidemment complètement abusive et dangereuse, me semble-t-il, ça ne nous empêche pas de nous exprimer et de dire exactement ce que nous pensons, quitte à éventuellement à être taxé d'antisionisme. Pour l'instant, ça n'est pas d'antisémitisme, pardon. Pour l'instant, ça n'est pas arrivé. Mais sachez qu'en tous les cas, la parole de ceux qui sont opposés à ce lien qui a été fait n'est pas bridée et que nous continuons à nous exprimer de la façon la plus claire qu'il soit, en nous basant sur des faits, en ne voulant pas nous laisser entraîner sur cette pente qui est extrêmement dangereuse. Et à partir du moment où on s'appuie sur des faits et qu'on analyse la situation, j'allais dire de la façon la plus honnête possible, je crois que nous sommes de toute façon préservés de cela. Abdullah, la guerre des images, ça c'est aussi le terme qu'on reprend et qui est... En fait, on analyse des analyses et on suranalyse et on surcommande des commentaires, de commentaires, de commentaires et qui parfois viennent de choses qui soit on n'a pas pris le temps d'aller vérifier, soit qui sont amplifiées. Comment on détricote tout ça et comment, à ton avis, ça va
ça va évoluer, sachant on a eu l'habitude, hein, nous, de voir cette injustice au niveau de Gaza, parce qu'on ne peut pas dire ça d'une autre manière. Il n'y a pas besoin d'être journaliste arabe, pas arabe, musulman, pas musulman, pour se rendre compte qu'un siège, c'est une technique moyenâgeuse, quelle que soit la réponse qu'on doit apporter. Et là, aujourd'hui, on a quand même une foultitude d'images. Ça vient, on n'a jamais eu autant, Justement. voilà, de manière de couvrir la situation en Palestine. Ça fait ça, je pense qu'on est un peu vieux. C'est-à-dire Ah, que... parle pour toi. Non, ça pas va. pour moi. Non, je dis un peu vieux, c'est-à-dire qu'on a été habitué à suivre ce conflit par des moyens de communication et des médias qui sont traditionnels. C'est-à-dire on a suivi la première intifada dans les années 90 à travers la télévision. On a suivi aussi les différentes guerres qui ont lieu face à la question israélo-palestinienne à travers le prisme des médias traditionnels, c'est-à-dire la télévision, la radio, etc., et notamment les images de la télévision. Maintenant, c'est la première fois qu'on va suivre une guerre, le conflit israélo-palestinien, dans une phase extrêmement violente et sanglante, à travers les réseaux sociaux. Et donc, c'est un choc d'images. Ce qui explique actuellement, je pense que les gens qui nous regardent, ils vont comprendre, c'est qu'il y a un malaise actuellement psychologique chez beaucoup de gens. C'est d'ailleurs, il y a des gens, il y a des témoignages, des gens qui disent, on n'arrive plus à dormir à cause de ça. On est extrêmement choqués, et des gens qui ont arrêté complètement de regarder ça. Ils ont arrêté de suivre ça parce que le choc des images, il est de plus en plus violent. Et c'est une guerre et c'est un conflit le suivi est quasi permanent, c'est-à-dire on est toutes les secondes, toutes les minutes, toutes les heures, on est confronté à ce genre d'image. Et donc il y a une bataille qui est énorme, une bataille des opinions publiques, une bataille des images, et on a vu le basculement, comment il y a eu. Il y a un basculement, notamment au sein des opinions publiques occidentales, on a vu le basculement. Le 7 octobre, évidemment, il y avait un choc, il y avait une sidération, qui est tout à fait normal en voyant les images, etc. Et après, bien sûr, il y avait un soutien au début, qui était inconditionnel pour Israël, à cause de ces images-là, mais on a vu le basculement, et on le voit de plus en plus. Et ce qui explique actuellement les difficultés que trouve Israël, d'abord, de répondre d'une manière militaire terrestre, c'est-à-dire l'incursion terrestre, maintenant, elle est ciblée, maintenant, elle est de plus... la fenêtre, elle est en train de se fermer progressivement. Pourquoi? Parce que les opinions publiques actuellement sont en train de se basculer contre Israël et en soutien à la population de Gaza. On a vu aussi, il y avait un tournant, c'est les images du bombardement de l'hôpital à Gaza, ce qui a été un choc, pas seulement ici, au Maroc et dans le monde arabe, mais aussi dans le monde occidental. Et récemment, juste hier, le bombardement des camps de réfugiés de Jabalia aussi, qui a été un choc énorme pour les citoyens, pour les gens qui regardaient. Donc, il y a une guerre des images, il y a une guerre des opinions publiques, et maintenant, actuellement, il y a tout un basculement qui est en train de se faire progressivement en faveur, justement, en soutien aux Palestiniens. Agnès, en écoutant bien les plateaux sur lesquels vous étiez, mais pas seulement, on voit aussi les termes et les éléments de langage qui sont utilisés. Il y a une émission que j'ai particulièrement écouté, où le mot terrorisme lié au Hamas a été répété au moins 16, 17, 18, 19 fois. On a l'impression que si on ne le dit pas mot Hamas terroriste, on a une décharge électrique qui va vous arriver sur un plateau de télévision. Et de l'autre côté, aucune contrebalance sur le siège de l'armée israélienne. Alors, on peut considérer, j'imagine que ce que je dis là en ce moment, si je passe sur une télé française, j'aurais du mal à le dire, je sais pas comment on va me considérer. Je vous le dis, on n'est absolument pas antisémite ici, mais ça n'a aucun souci, mais on peut se permettre au moins d'essayer de décrypter. La BBC, ils n'utilisent pas le mot terrorisme. Oui, bon, après, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, pour pouvoir passer sur un plateau de télé, il faut absolument répondre à cette sacro-sainte question qui a été assénée par absolument tous les animateurs, tous les journalistes sur les plateaux télé? Est-ce que vous qualifiez le Hamas? On a fait un procès à Jean-Luc Mélenchon, à la France Insoumise, etc. Est-ce que la pensée complexe, comme pour reprendre ce que dit Mélenchon, n'est plus possible en France? Alors, la pensée complexe est difficile. Moi, si je prends simplement ma façon d'aborder cela, moi, je parle de combat Hamas. J'évite d'utiliser le terme de terroriste, non pas que je nie la réalité, mais je considère que le terrorisme est un moyen
qui est utilisée par des groupes, et la définition du terrorisme n'étant pas possible d'un point de vue international, parce que évidemment, personne ne peut avoir la même définition du terrorisme. Et donc, je considère que l'utilisation de ce terme n'est pas appropriée. Donc, moi, je parle de combattants et je parle de réaction de l'armée israélienne. Mais c'est vrai que la tendance générale, c'est de répéter, comme vous l'avez très bien dit, Faisal, le fait de dire qu'il faut absolument dire Hamas terroriste, sinon on n'est pas audible. Mais je crois que là aussi, c'est la responsabilité de chacun de bien mettre les mots sur ce qui se joue. Et vous avez parlé de la BBC qui n'utilise pas ce terme, comme l'AFP, l'agence France-Presse, n'utilise pas ce terme de terroriste, estimant que c'est à chaque média, en fonction de sa ligne éditoriale, d'utiliser ce terme ou non. Donc nous, qui sommes considérés par certains comme des experts, que je mets entre guillemets, à nous d'être très vigilants et d'être très rigoureux sur le choix des mots, puisque comme vous le savez, les mots ont évidemment une très grande importance. Il y a une seule personne qui n'a pas été attaquée pour la manière avec laquelle il a présenté, répondu aux questions, mais avec on va dire, avec sa maîtrise de la langue et de la diplomatie, c'est M. de Villepin qui a pu dire on n'a pas été surpris, je n'ai pas été surpris. Et là, ça revient à une autre formule, là, parce qu'on va rentrer dans les termes qui sont utilisés en français, cette langue absolument magnifique, que je chéris et que j'adore, et dans toute sa complexité. Mais certains politiques font un raccourci, encore une fois très simple, en disant essayer de comprendre, c'est déjà justifié. Et le fait que M. de Villepin ait dit pas surpris, ça sous-entend qu'on pouvait s'y attendre, et que donc on remet dans un contexte une situation pour expliquer, et non pas justifier, mais au moins expliquer et comprendre. Ça fait partie aussi des espèces de raccourcis, on va dire linguistiques, et puis qui permettent de dire, bah tiens, non, s'il y a eu ça, il faut le décontextualiser de tout ce qu'il y a autour. Ouais, le premier à avoir dit cette phrase, c'était Manuel Valls, c'est un moment, l'ancien Premier ministre, quand il avait dit « expliquer, c'est justifier ». Alors ça va à l'encontre du principe même des sciences sociales, de sociologie, des sciences politiques, etc., où il y a une différence entre expliquer un processus historique, peu importe lequel, et justifier. Par exemple, la première, c'était Hannah Arendt, la philosophe allemande, américano-allemande, justement, qui a expliqué les mécanismes de l'antisémitisme, les mécanismes du totalitarisme, mais sans pour autant justifier, le justifier. Donc, il y a un problème. Pour De Villepin, on est, justement, ça c'est un autre problème, qui est franco-français et qui, bien sûr, qu'on pourrait suivre ici au Maroc. De Villepin, il appartient à une autre génération de diplomates, à une autre génération de politiques qui connaissaient la complexité du monde, qui connaissaient aussi le poids de l'histoire, et c'est quelqu'un qui a une vraie culture littéraire, historique, etc. Et donc, on voyait parfois toute la peine qu'avaient certains journalistes et intervieweurs à comprendre le cheminement de sa pensée et de sa réflexion. C'est-à-dire que, voilà, on est actuellement dans des... C'est la seule interview, excuse-moi de t'interrompre, où j'ai vu Apolline de Malherbe sur BFM TV prendre beaucoup de notes. Je ne sais pas si Agnès est en train d'acquiescer. Et donc, de Villepin, il appartient à une autre génération d'hommes politiques, de diplomates. Actuellement, en France, il y a tout ce problème-là. Enfin, ce n'est pas seulement un problème de diplomate, c'est un problème de politique, de classe politique, c'est aussi d'intellectuels, c'est un problème aussi de journalistes. On parlait tout à l'heure des experts. Par exemple, imaginons quelqu'un qui est expert d'un pays dont il ne parle pas la langue. Ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. C'est-à-dire, voilà, imaginons là, on est en train de parler des médias français sans parler la langue française. Imaginez, ça va être un débat surréaliste, de parler d'un pays dont on ne connaît pas la langue. Et donc, il y a un problème actuellement en France, qui est un problème général d'université, des médias, etc. On n'est pas là pour revenir sur ce sujet-là. Alors Agnès, alors pour finir, parce que ce qui est très intéressant, c'est de voir parce que vous avez une grande connaissance du monde arabe, du Moyen-Orient, comment avez-vous perçu, vous, la manière avec laquelle les opinions publiques de pays arabes, que ce soit le Maroc notamment, parce que c'est ce qui nous intéresse, par rapport à la situation? Pour moi, ce qui est frappant, mais qui n'est pas vraiment surprenant, c'est de voir que les opinions publiques dans le monde arabe se sont fortement mobilisées et exprimées par rapport à ce drame qui se joue aujourd'hui à Gaza, et que l'on voit quand même un divorce dans certains pays qui est un
divorce entre les dirigeants et puis les populations, hein, qui ne perçoivent pas forcément la situation de la même façon. Et ce que l'on voit, c'est que ça a remis sur le devant de la scène aussi les accords d'Abraham, les fameux accords signés par certains pays arabes avec Israël, et de voir que ces accords n'étaient pas forcément toujours suivis par les sociétés et que les populations, eh bien, à cette occasion, ont pu exprimer des points de vue qui sont différents. Et donc ça, c'est un élément qui a été perçu ici, qui a été, je dirais ici en France ou dans les opinions publiques, pour le coup là occidentales, de regarder ce qui se joue et de montrer que finalement, ce qui a été analysé, c'est de dire que cette cause palestinienne, que beaucoup ont voulu mettre sous le tapis, ne voulaient plus voir, que ce soit en Occident, dans les pays européens, aux États-Unis, mais aussi dans certains pays arabes, eh bien cette cause, elle est toujours là, elle mobilise toujours ce qu'on appelle la rue arabe, même si j'aime pas beaucoup cette expression, mais mobilise et montre que beaucoup de sociétés à travers le monde, dans le monde arabe, mais aussi dans les pays occidentaux, eh bien cette cause est toujours là, est toujours vivante, avec le sentiment qu'on se doit, qu'il y a une obligation maintenant, enfin, de tenter de la régler pour éviter ce cycle infernal de la violence dans lequel le Proche-Orient est plongé. Juste probablement une dernière réaction aussi, c'est parmi les victimes de cette guerre, et je pense que cette guerre elle est plus grave que ce qu'on pourrait penser, parmi les victimes, c'est justement les démocrates, les libéraux, les progressistes, les gens qui se réfèrent à un discours des droits de l'homme, droit international, des conventions internationales, le modèle de la démocratie représentative, elles sont aussi des victimes. C'est-à-dire que leur discours va être inaudible dans le monde arabe. C'est-à-dire du moment, les gens qui vont leur dire, bah, tenez, votre modèle, voilà votre modèle. Ce modèle, il ne respecte pas le droit international, il ne respecte pas les droits de l'homme. C'est un modèle de 2 poids 2 mesures. Il y a des choses qui sont valables, un terme que je déteste, de l'homme blanc. Oui. Et des choses qui ne sont pas valables justement pour les autres, en l'occurrence les Arabes, les musulmans, etc. Donc cette guerre a un impact énorme justement sur la question de la démocratie, de la liberté, les droits de l'homme dans le monde arabe et en l'occurrence au Maroc, et on commence à le sentir. Vous êtes d'accord avec ça, Agnès ? Oui, je suis complètement d'accord. Et ce que je trouve dramatique, finalement, c'est cette question du 2 poids 2 mesures qui est à nouveau remis à juste titre sur le devant de la scène. Et on voit bien, si on essaye de comparer, même si comparaison n'est pas raison, le traitement de la guerre en Ukraine et de ce qui se passe aujourd'hui entre Gaza et Israël, on voit bien qu'il y a évidemment un fossé, et que ce fossé semble absolument dramatique et extrêmement dangereux pour les relations à terme entre les 2 rives de la Méditerranée. Merci beaucoup Agnès d'avoir été avec nous dans cette émission. Merci Abdallah pour Merci à toi. Décryptage. On essaiera de continuer à suivre un peu ça pour voir comment cela va évoluer au fil de l'eau avec l'évolution des opinions à travers le monde. Et c'est toujours intéressant d'avoir ce prisme des 2 côtés. Et on essaiera de faire la même chose avec un autre pays, notamment que ça soit pour être la Belgique ou l'Angleterre, et de voir de quelle manière tout cela est traité et perçu. Merci, on se retrouve très vite dans Parole d'Experts. N'hésitez pas à réagir, à nous envoyer vos commentaires, vos questions, et on se retrouve très vite sur H24. Bye bye.